On va donc essayer rapidement de voir pourquoi et comment les démographes se hasardent à faire des prévisions. J'essaierai de vous dire que ce n'est pas d'hier, il y a une propension à essayer de regarder vers l'avenir qui est assez ancienne. Vous donner un petit cours rapide de formation aux méthodes de projection, vous donner des exemples d'échecs et vous dire ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que la démarche de prévision est quasi substantielle au développement de la démographie. On va le voir pour deux grands champs classiques, la mortalité et la fécondité. Peut-être surtout pour la mortalité, puisque c'est dès le XVIIe et XVIIIe siècle qu'à travers le développement de l'actuariat, on a vu se développer l'intérêt pour les projections de mortalité. L'actuariat, c'est la gestion des assurances vie, des rentes viagères, etc., de tous ces systèmes qui supposent que l'on puisse déterminer la juste valeur d'un taux d'intérêt à appliquer à ces produits, et ça dépend de la fréquence des décès à l'avenir, donc de la table de mortalité qu'on est capable d'envisager. Ça a intéressé beaucoup de grands noms, j'en ai mis quelques-uns ici, Halley, Bernoulli, de Parcieux, juste pour vous dire que c'était effectivement des gens de qualité qui travaillaient sur ces questions. Pour la fécondité, en un sens, c'est plus intuitif parce que s'intéresser au nombre des naissances, c'est quand même dire combien il y aura d'effectifs pour alimenter la pyramide des âges par le bas, et donc, à partir de là, prévoir tous les âges ultérieurs et donc l'évolution globale de la population. Au passage, une petite question de terminologie peut-être. Les démographes préfèrent parler de projection ou de perspective même, plutôt que de prévision. Pourquoi ? Bien parce qu'il s'agit plutôt de déterminer une évolution possible de la population sous des conditions qu'on impose à la mortalité, à la fécondité et aux migrations. Conditions qui sont elles-mêmes de deux types. Soit elles sont choisies parce que c'est elles qui paraissent les plus raisonnables, compte tenu de ce qu'on sait sur les évolutions antérieures, sur la situation actuelle, sur la comparaison avec d'autres pays. Soit elles sont du type « et si », destinées à illustrer des hypothèses alternatives, parfois extrêmes ou irréalistes. Par exemple, imaginez que la fécondité ne bouge plus ou que la mortalité ne bouge plus pour voir quelles seraient les conséquences. Alors, comment fait-on ? Il faut respecter d'abord un certain nombre de conditions. La première peut paraître assez triviale, mais c'est celle qui veut qu'on dispose de données fiables sur les populations initiales, si possible par sexe et âge, que donneront les recensements en général, et les niveaux initiaux aussi de la mortalité, de la fécondité des migrations, puisque, comme on va le voir, c'est cela qu'on va projeter en premier lieu. Ceci obtenu par des données de l'état civil, de recensement aussi, ou d'enquêtes diverses. Donc, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on part. Pas toujours évident, et on sait qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas des données très fiables sur leur population. On connaît aussi des exemples de corrections brutales. Par exemple, après le recensement de 1953 en Chine, les Nations Unies, qui commençaient à faire des projections, ont rectifié de 20% l'effectif de la population de la Chine. Plus récemment, au Nigeria, en 1991, le recensement a amené à réduire de 30% la population du Nigeria. Donc, Gilles Pizon, méfie-toi, pour ta projection dans un siècle du Nigeria, c'est pas gagné. À tout instant, en fait, la population de chaque pays n'est pas connue parfaitement, et on estime que c'est au mieux avec une précision de l'ordre de 2% pour la population de la France, par exemple. Donc, ce n'est pas négligeable, 2%. Quand on va projeter, ça peut entraîner des erreurs aussi. Deuxièmement, partant de là, il faut envisager des évolutions possibles pour les paramètres. Comment faire ? Grosso modo, pour ce qui est des projections mondiales en particulier, on s'inscrit plus ou moins dans le schéma de la transition démographique, dans lequel on voit passer successivement la mortalité et la fécondité de valeurs assez élevées à des niveaux plus faibles, je dis successivement à travers les divers pays du monde. Cela étant, il faut ensuite moduler évidemment fortement en fonction des expériences et des contextes spécifiques à chaque pays. Donc c'est un guide qui n'est qu'un guide très général. Après quoi, il faut disposer d'une bonne méthodologie. Alors comment a-t-on fait les projections ? Je vais y revenir dans un instant, mais disons que la méthode qu'on appelle aujourd'hui des composantes a supplanté ce qu'on faisait autrefois, c'est-à-dire en général simplement des extrapolations de population totale, avec éventuellement une hypothèse du type évolution exponentielle ou, comme on va le voir, logistique. Donc aujourd'hui, avec la méthode des composantes,
On projette les effectifs âge par âge, donc on parle d'une pyramide des âges. On fait vieillir les gens, ceux de 31 ans, ils auront 32 ans l'année prochaine, c'est une grande loi de la démographie, c'est agréable, on prend 1 an chaque année, etc. Et ensuite, il faut ajouter évidemment les naissances qui vont alimenter la pyramide, donc les gens qui ne sont pas nés encore, qui auront 1 an, moins d'1 an l'année prochaine. Et ça, c'est plus compliqué. Et puis, il faut enfin faire des hypothèses sur les migrations que l'on néglige assez souvent. Enfin, choisir un horizon. Combien? 30 ans? 100 ans? 300 ans, comme l'ont fait les Nations Unies il y a quelques années? Grande question, pourquoi les démographes se permettent-ils des projections à aussi longue durée? Oublions les 300 ans, mais au moins à 50 ou 100 ans. La réponse majeure, c'est que l'inertie d'une population, heureusement, est très grande. Si on revient à ses composantes, eh bien, en matière de mortalité, on constate que l'espérance de vie évolue le plus souvent assez lentement et sans à-coups. Cela dit, il faut constater qu'on a eu tendance à sous-estimer l'évolution de la baisse la baisse tendancielle de la mortalité, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement, dans toutes les projections des dernières décennies. On a du mal à accepter l'idée que l'espérance de vie puisse atteindre des niveaux qu'on n'a encore jamais connus. Et puis aussi, il y a les accidents. Mais il faut noter que là, ces accidents, ils doivent être vraiment violents pour modifier durablement l'évolution de la population. Si vous prenez le cas de l'épidémie de VIH-Sida, qui a été un des événements les plus dramatiques dans la matière, avec plusieurs dizaines de millions de décès, principalement en Afrique, eh bien, cet accident restera quasiment invisible à l'échelle de l'évolution du continent africain et a fortiori à l'échelle de la population mondiale, malgré son importance. Alors, en matière de fécondité, les choses sont un peu plus compliquées. Quand on projette, disons, à 25-30 ans, il faut donc estimer le nombre de naissances qu'on va avoir au cours de ces 25 ou 30 prochaines années. Ça dépend de quoi? Bien, ça dépend des femmes susceptibles d'avoir des enfants pendant ces années-là. Et là, on est en terrain assez tranquille, puisque ce sont des femmes qui sont déjà nées. Donc, on peut les projeter relativement facilement. Mais ensuite, il faut savoir combien d'enfants chacune d'elles voudra avoir et aura. Et ça, c'est évidemment plus difficile. Si on pousse plus loin, à 50 ans par exemple, eh bien, on devra estimer les enfants qui seront nés de ces femmes-là, de ces naissances qu'on a déjà projetées, et donc seront à la 2e génération, et ainsi de suite. Donc, il s'agira de prévoir la fécondité de nos arrière-petits-enfants. On a toujours du mal à prévoir les retournements de tendance. Évidemment. Ce n'est pas spécifique, je pense, à la démographie. On n'a pas prévu le début du baby-boom et on n'a pas prévu sa fin. Bon, gros problème. On a aussi du mal aujourd'hui à imaginer comment pourrait évoluer la fécondité dans les pays où elle est passée en dessous de 2 enfants par femme. Est-ce qu'elle va rester à des niveaux, un 4, un 5, un 6 enfants, ou est-ce qu'elle est destinée à remonter progressivement à 2 ou plus, pourquoi pas? Là-dessus, on n'a pas beaucoup d'éléments qui permettent de guider vraiment le raisonnement et la prévision. Et pour ce qui est des migrations, évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, que la tâche se complique singulièrement. Or, quand l'accroissement naturel devient nul ou négatif, eh bien, l'évolution dépend exclusivement des migrations, et c'est le cas dans un certain nombre de pays d'Europe aujourd'hui. Alors, en conclusion, pour cette partie-là, jusqu'à 30 ans, on peut penser qu'on est en terrain quand même assez sûr et qu'on peut faire des prévisions démographiques avec une certaine tranquillité. Au-delà de 30 ou 40 ans ou 50 ans, même allons-y, on a quand même plus de mal à gérer convenablement les hypothèses. Et un écart très limité sur la fécondité, par exemple, a à terme d'énormes conséquences. Si vous ajoutez un demi-enfant, le démographe coupe les enfants en morceaux, comme vous savez, si vous ajoutez un demi-enfant à la prévision moyenne, la population explose. Si vous retranchez un demi-enfant, elle peut disparaître. Du coup, quand on fait des projections à long terme, en général, on décide de geler les hypothèses de fécondité et de mortalité au bout d'un certain temps, 50 ans par exemple, et à des niveaux qui assurent une croissance proche de zéro pour éviter ces explosions. Mais évidemment, dans ce cas-là, la projection n'a plus grand intérêt au-delà du moment où on a fixé ces paramètres ou quelques années après. Alors, quelques exemples historiques. D'abord, je distinguerai 3 grandes étapes. On a commencé par de simples extrapolations de l'effectif total ou du taux d'accroissement. Bon, il
Il y a les célèbres exemples de Malthus avec sa loi exponentielle, mais évidemment, il n'y a pas beaucoup de justification derrière ces approches, et on n'en parlerai pas davantage. On peut aussi s'appuyer, on s'est appuyé, sur des schémas d'évolution, et en l'occurrence, ce qui a été assez vite adopté par un certain nombre de démographes, ça a été la loi logistique. Au lieu d'avoir une exponentielle, c'est-à-dire une population qui augmente indéfiniment, on fait l'hypothèse qu'à partir d'un certain moment, l'accroissement va cesser. Ce sont Quetelet notamment et Verhulst qui, dans les années 1830, ont proposé que cette fonction logistique s'applique aux croissances de population. On appelle ça aussi une loi d'autofreinage, donc, puisqu'il y a un moment où, après une espèce d'exponentielle, finalement, on obtient une stabilisation. Je vais vous donner des exemples de traitement par Raymond Pearl, qui était un démographe américain des années 20. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que, évidemment, le choix de cette fonction est arbitraire, et ça ne marche pas toujours, comme on va le voir, mais surtout, ce qui est inconvénient dans ces approches, ce qui est embêtant dans ces approches-là, c'est que ça ne nous dit rien des évolutions de la mortalité et de la fécondité qui sont soit nécessaires pour obtenir ce résultat, c'est-à-dire un taux d'accroissement de X%, soit impliqués par l'hypothèse qu'on a faite. Comment peut-on arriver à ce taux d'accroissement ? Par exemple, on ne peut pas avoir un taux d'accroissement naturel de 5%. C'est impossible dans une population humaine. Donc, il faut trouver un moyen de limiter les hypothèses qu'on fait en la matière. Alors, c'est pour ça qu'on est passé aux projections par la méthode des composantes à partir des années 30 et 40. C'était une époque où on s'intéressait d'ailleurs beaucoup justement à cette notion de reproduction, c'est-à-dire comment est-ce qu'une génération remplaçait une autre, c'était pas si simple que ça à calculer, et où est apparue aussi la notion de population stable par Lotka et Dublin. Cette méthode a été systématisée, notamment par les Nations Unies, à partir de 1958. Alors, exemple d'utilisation de la logistique par Raymond Pearl, l'idée de cette loi était inspirée beaucoup des évolutions qu'on observait dans des populations végétales ou animales. Ici, par exemple, c'est l'évolution d'une population de drosophiles, ces fameuses petites mouches chères aux généticiens, qu'on enferme dans une bouteille d'une demi-pinte, et on voit comment la population se développe. Donc les cercles, les petits cercles sont les points observés après un certain nombre de jours dans cette population. Et on constate en effet une asymptote qui est exactement ici à 212, donc il n'y aura pas plus de 212 drosophiles dans le bocal, même après plusieurs mois. Alors, l'idée est d'appliquer cette loi aussi aux populations humaines. Et Raymond Pearl prend les populations des États-Unis. Donc, ici, sur ce graphique, il faut voir qu'il connaît la situation donc, jusqu'en 1920. Je ne sais pas si mon système va pouvoir marcher pour vous montrer où c'est. Par là, voilà. Donc, c'est la partie en trait plein de la courbe. Il ajuste sa fonction logistique là-dessus, et il a la partie ensuite en pointillé qui est extrapolée. Conclusion, limite de la population des États-Unis, 197 274 000 habitants qui seraient atteints vers 2080-2100. Bon, maintenant, si on regarde comment les choses ont évolué, j'ai repris le même graphique, je l'ai tassé pour pouvoir mettre au-dessus l'évolution réelle en rouge, et vous voyez qu'en 2015, on est à 317 millions au lieu des 200, donc même pas 200 attendus selon la fonction logistique. Donc, il n'y avait pas d'hypothèse derrière cette évolution, et il ne faut pas s'étonner que ça n'ait pas marché. Il n'y a pas des lois mécaniques aussi simples que ça dans les populations humaines. La plupart des projections qui ont été effectuées avant 1945, comme celle-là, ont en général fortement sous-estimé les populations à partir de 1970, 80 ou 2000 au plus. On n'allait pas beaucoup plus loin à l'époque. La raison de l'échec, c'est essentiellement que dans les années 30, la natalité baissait dans beaucoup de pays industrialisés. On le constatait depuis plusieurs décennies. En France, on avait des années avec excédent de décès sur les naissances. Et on ne voyait pas beaucoup de raisons de penser que ça pourrait s'arrêter spontanément. On a évoqué tout à l'heure le nom d'Adolphe Landry. Et il a formalisé un petit peu ces idées-là dans La Révolution démographique pour montrer qu'on changeait complètement de régime et qu'en effet, on risquait de rester à des niveaux de faible fécondité. Or, il s'est produit ce que nous savons, c'est-à-dire un retournement spectaculaire au cours des années 40 et qui s'est beaucoup concrétisé au lendemain de la guerre, le baby-boom,
que, comme on l'a rappelé aussi, on a parfois cru provisoires, mais qui, de toute façon, donc, n'avaient pas été prévues et dont on n'a pas prévu la fin non plus. Alors évidemment, ce brusque retournement, inexpliqué aujourd'hui, donc on peut excuser les auteurs de l'époque de ne pas l'avoir prévu, a rendu caduques toutes ces projections. Alors aujourd'hui, brièvement, où est-ce qu'on en est? Eh bien, les projections sont faites à différents niveaux. À l'échelle nationale, eh bien, ce sont les instituts de statistique. Au passage, je signale que l'INED, on fait parler aujourd'hui, mais l'INED ne faisait pas de projection, n'a jamais fait de projection véritablement. On a laissé à l'INSEE, qui avait les outils, avec les recensements notamment, le souci de faire les projections. Les plus récentes ont été produites en 2010 et vont jusqu'en 2060. À l'échelle européenne, maintenant, service statistique Eurostat en fait aussi régulièrement. Les plus récentes sont de 2013 et vont jusqu'en 2080. À l'échelle mondiale, maintenant, nous avons un quasi-monopole de la division de la population des Nations Unies qui produit tous les 2 ans à peu près des Population Prospects. Alors, les plus récentes sont sorties cet été, fin juillet 2015, et elles vont jusqu'à 2100. Alors, il y a eu d'autres organismes qui s'y sont lancés aussi. Le plus intéressant, ce sont les travaux faits par l'IASA à Vienne, qui a produit des projections en 1994 et 2015, et je dirais un mot de leur spécificité. Dans ces projections, en général, on produit les résultats sous forme d'un scénario central, moyen, médian, tout ce qu'on voudra, et des scénarios encadrant, souvent 2 ou 4. Le scénario central, bien qu'on ne le dise pas, en général explicitement, est quand même regardé comme le plus probable. Et les autres sont destinés à cerner les écarts possibles, au cas où on se tromperait un petit peu sur la tendance. Dans le cas des Nations Unies, le choix des hypothèses est appliqué et fait pays par pays. Les projections sont faites pays par pays, il faut bien se mettre ça dans la tête. Ce n'est pas une projection globale de la population mondiale, c'est un agrégat des projections de 190 ou 200 pays. Et ça résulte, les hypothèses résultent de discussions d'experts qu'on peut formaliser plus ou moins. Justement, ces derniers temps, la principale nouveauté, c'est qu'on a essayé de construire des intervalles de confiance de façon scientifique, selon une démarche probabiliste. C'est ce que l'IASA a fait donc en 1996 et ce que les Nations Unies font maintenant depuis 2012. Ça veut dire que, au lieu de poser un a priori sur les écarts, par exemple, en termes de fécondité qui définirait une hypothèse basse et une hypothèse haute, on regarde, en introduisant dans le mode de construction de l'hypothèse centrale des aléas, qui sont liés, par exemple, à toutes les évolutions constatées antérieurement dans des pays qui ressemblent à celui qu'on projette. On a donc un aléa naturel, si je puis dire, et à partir de là, on construit, on trouve la meilleure projection en termes d'espérance mathématique, et on peut en déduire aussi un intervalle de confiance selon les normes statistiques. Une démarche qui est discutée, mais c'est le dernier progrès, disons, qui a été fait en la matière. Évidemment, sur cette question de la qualité des projections, il faut constamment s'interroger. Je vous signale un paradoxe, c'est que la qualité est souvent plus faible au plan national qu'au plan mondial ou continental. Et même au plan national, quand les données initiales sont bonnes. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'échelle plurinationale, les erreurs peuvent se compenser. On sous-estime un peu la Chine, on surestime un peu le Nigeria, et ça se compense, bon, plus ou moins. À petite échelle, aussi, le problème, c'est que les migrations peuvent prendre le dessus sur l'accroissement naturel. Or, on a beaucoup de mal à prévoir les migrations. Aussi, troisième élément, si vous faites une projection, par exemple en France, au niveau des régions ou des départements, eh bien, vous ne pouvez pas estimer indépendamment les migrations dans chaque région, même les migrations internes dans l'espèce. Il faut aussi assurer une cohérence globale. Les migrations internes doivent s'annuler à l'échelle nationale, par définition. De même qu'à l'échelle mondiale, toutes les migrations s'annulent aussi. Et donc ça, c'est très difficile à faire, et c'est finalement assez rarement fait. Pour vous donner un exemple des précisions, voici les résultats des projections successives de la population française en 2020. Donc on n'y est pas encore tout à fait, mais c'était la date repère que j'ai pu trouver. Depuis 1979, donc selon l'INSEE, on partait avec une projection, il y avait 2 hypothèses, là, il n'y avait pas d'hypothèse centrale, qui étaient comprises entre 55 et 61 millions en 1979. Et puis, vous voyez qu'on a constamment révisé à la hausse.
pour arriver aujourd'hui à 66 millions projetés pour 2020. Pourquoi cette révision à la hausse? Eh bien, parce qu'on a pratiquement constamment sous-estimé et l'évolution de la fécondité. On n'a pas accepté l'idée qu'elle pouvait remonter un petit peu quand elle commençait à être un peu basse. L'estimation des migrations également, et l'espérance de vie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc les trois composantes, elles sont un peu dans le même sens et conduisaient à une sous-estimation de la population. Pour les Nations Unies, j'ai fait ce petit graphique qui est peut-être un tout petit peu plus compliqué à comprendre. C'est la dernière chose que vous avez à voir aujourd'hui avant d'aller faire d'autres choses. Vous avez ici, en abscisse, l'année de base de la projection. Donc ici, je pars depuis 1950, première projection des Nations Unies. Et puis, chaque courbe représente la valeur de la population projetée à l'horizon 1980, partant du bas, 2000, 2025, 2050, 2100. Bon, la courbe s'arrête quand on a atteint la date fatidique. Par exemple, pour 1980, ce n'est pas la peine d'aller au-delà de 1980, puisqu'on connaît maintenant la population. Si vous prenez 2000, on a commencé pour l'an 2000 à projeter en 1956. Bon, là, il y a un effet d'échelle peut-être un petit peu, mais on voit qu'on ne s'est quand même pas trop trompé. On a d'abord sous-estimé un peu, puis surestimé, mais globalement, on n'était pas tellement loin de l'objectif aujourd'hui avec l'hypothèse moyenne. 2025, on voit un petit peu mieux, ça accentue un petit peu ces évolutions-là. Regardons 2050, là, c'est l'avant-dernière courbe en haut, en noir. Vous voyez que les Nations Unies ont probablement fortement surestimé, je dis probablement puisqu'on n'est pas encore en 2050, probablement assez fortement surestimé au départ dans les années 70, puis rectifié à la baisse, un petit peu à la hausse, à nouveau à la baisse, et depuis 2000 à peu près, les révisions successives se font constamment à la hausse, sans qu'on revienne au niveau de 2050. Bon, donc ceci pour vous dire que ces prévisions des Nations Unies sont, à mon avis, relativement raisonnables, qu'ils les corrigent au fur et à mesure en fonction des données dont ils disposent. Il faut constamment enrichir, comme Wilmot vous l'a dit dans le film ce matin, il faut constamment enrichir les données, les rectifier et également améliorer les techniques et les hypothèses de projection. Alors, finalement, moi je pense qu'on aura toujours besoin de faire des projections, de bonnes projections si possible, au plan national. Régional, je vous ai dit, c'est plus difficile malheureusement, il y a une demande qui est assez forte en la matière, et au plan international bien sûr. On peut penser qu'on a de bons outils pour faire des projections sans trop de problèmes à 30 ans, voire 50 ans. Au-delà, il faut peser vraiment soigneusement les hypothèses et bien les avoir en tête à chaque fois qu'on commente. Par exemple, quand on commente l'évolution de la population mondiale à tel ou tel horizon, eh bien, il faut avoir en tête quelles sont les hypothèses de fécondité et de mortalité derrière. D'après les projections les plus récentes, eh bien, la population mondiale serait en voie de stabilisation, pas avant la fin du XXIe siècle, sans doute. D'après leurs dernières hypothèses, au-dessus de 11 milliards, et nous sommes aujourd'hui 7,4. Sauf une exception majeure, qui est l'Afrique, qui pourrait continuer à croître, et l'Afrique dont l'évolution sort de tous les schémas connus de transition démographique actuelle, et donc à laquelle je crois qu'il faudrait qu'on s'intéresse davantage en matière de prévision. Voilà, merci de votre attention.